Bon, mesdames, messieurs, nous allons commencer cette journée. Alors tout d'abord, je dois dire que je suis très heureuse d'introduire en ce haut lieu une journée entièrement dédiée à ce problème de santé publique qu'est le syndrome du bébé secoué. L'auditoire va être nombreux et varié. Plus de 220 personnes seront présentes, représentant tous les corps de métier. Il y aura quelques familles également. Et en présence en particulier de Madame Muscatelli, donc, qui représente Madame Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, en présence de Madame Evenard, défenseur des enfants, du docteur Parénin, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des médecins. Cette diversité du public laisse bien augurer d'actions futures en synergie dans l'objectif premier de cette journée qui est la prévention du syndrome du bébé secoué et de ses réitérations, mais aussi le respect des droits de l'enfant. Je prends la parole en tant qu'ancienne présidente de France Traumatisme Crânien, présidente du comité d'organisation de l'audition publique de 2011 et présidente du groupe de travail HAS de 2017 consacré aux recommandations sur le diagnostic du syndrome du bébé secoué. France Traumatisme Crânien est une association nationale de professionnels au service des traumatisés crâniens et dont le président, le docteur François Tassot, est présent aujourd'hui. France Traumatisme Crânien œuvre à l'information et à la formation des professionnels et contribue également à faire face aux problèmes de santé publique. C'est ainsi que nous avons porté, à l'initiative et avec le soutien du ministère de la Santé, une vaste campagne de sensibilisation sur le traumatisme crânien léger. Nous nous sommes également intéressés depuis plusieurs années au syndrome du bébé secoué. C'est pourquoi nous avons organisé cette journée. Mais pourquoi cet intérêt pour le syndrome du bébé secoué ? Ce sujet est souvent traité dans le champ de la maltraitance, et c'est bien sa place. Mais cela ne doit pas faire oublier que l'enfant victime de cette maltraitance est de ce fait victime d'un traumatisme crânio-encéphalique grave, cumulant 4 facteurs de mauvais pronostic. Alors quels sont-ils ? Le premier, c'est le jeune âge de l'enfant, puisque l'enfant a moins d'1 an et le plus souvent moins de 6 mois. Or, vous savez que contrairement aux idées reçues, plus on est jeune quand on est enfant, plus on est jeune et plus les conséquences sont graves et définitives. Le deuxième facteur de mauvais pronostic, le caractère souvent diffus des lésions. Or, le stock neuronal, vous savez, on a 100 milliards de neurones à la moitié de la grossesse et après, on n'en a plus d'autres. Donc, ça veut dire que tous les neurones détruits lors du secouement, il n'y en aura plus d'autres. Ça ne sera plus pas remplacé. Troisième facteur, la très grande fréquence des réitérations. Ça veut dire que la nouvelle secousse survient alors que le cerveau est encore abîmé par la secousse précédente. Et enfin, dernier facteur, le retard aux soins et au diagnostic. L'enfant n'étant hospitalisé que tardivement, lorsqu'on ne peut plus faire autrement, et sans que l'adulte qui l'accompagne évoque le secouement. Ce retard ayant pour conséquence de majorer les lésions et donc les séquelles. Ces 4 facteurs pronostiques font du bébé secoué, du syndrome du bébé secoué, enfin l'enfant victime, le plus sévère des traumatismes crâniens de l'enfant, à la forte mortalité et morbidité. Tout doit donc être fait pour l'éviter. Les nouvelles recommandations portant sur le diagnostic du syndrome du bébé secoué vont vous être présentées. Tout d'abord, je tiens à préciser que volontairement, nous avons continué à utiliser les termes syndrome du bébé secoué, bien qu'il soit préconisé d'utiliser traumatisme crânien infligé ou traumatisme crânien non accidentel. Ceci pour 2 raisons. Tout d'abord, cela permet d'être sûr que tout le monde, professionnel et grand public, parle de la même réalité. Et également parce que l'objet de ces recommandations, c'est bien le secouement et les secousses spécifiques induites par le secouement et pas par d'autres mécanismes autres comme un enfant qui serait battu. Voilà. Pourquoi cet accès sur le diagnostic et non par exemple sur le traitement ou la prévention du premier secouement ? Parce qu'il est apparu que c'est vraiment le diagnostic qui mettait en difficulté les professionnels lorsqu'il s'agissait de répondre à la question « Ce bébé devant moi, vivant ou mort, a-t-il été secoué ?» Et c'est le diagnostic qui déclenchait de par le monde la plus d'émotions et de prises de position entachées de conflits d'intérêts. Je citerai comme exemple flagrant de conflit d'intérêts une étude suédoise publiée en 2016 par l'Organisme national d'évaluation des pratiques suédois. La conclusion de cette étude est que la littérature n'est pas suffisamment robuste pour permettre le diagnostic de syndrome du bébé secoué. Or,
Un des acteurs majeurs de cette étude est le père d'un homme condamné en 2014 aux États-Unis après le décès par secouement de son enfant. Comment nous, de notre côté, progresser et faire face d'une part aux émotions et d'autre part déjouer les conflits d'intérêts? En France, 2 facteurs majeurs ont permis d'avancer considérablement dans la réflexion en comparaison de beaucoup d'autres pays. Pour contrecarrer les émotions déclenchées par le sujet, le choix a été fait de la rigueur scientifique. C'est ainsi que dès l'audition publique de 2011, il a été demandé le soutien méthodologique de la Haute Autorité de Santé. Un représentant de la Haute Autorité de Santé a donc été présent tout au long du processus. C'est également la Haute Autorité de Santé qui a veillé en 2016 et 2017 à la rigueur méthodologique conduisant à la conception des nouvelles recommandations qui vont vous être présentées. Deuxième facteur essentiel pour déjouer le conflit d'intérêts, je citerai le statut particulier des experts judiciaires français. En effet, nous sommes missionnés et rémunérés par la justice. En comparaison des experts d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, où les experts sont payés par les parties, et nous pouvons donc mener une réflexion en toute indépendance et sérénité. La journée va se dérouler de la manière suivante. Tout d'abord, un extrait de film va vous être présenté, tourné à l'initiative de l'École nationale de la magistrature, permettant de mieux appréhender les séquelles induites par le secouement. Puis, après intervention de Mme Muscatelli et de M. Cédric Grouchat, membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, les nouvelles recommandations 2017 vous seront présentées par les membres du comité de pilotage, en l'absence malheureusement pour des raisons personnelles du professeur Catherine Adamsbaum. En fin de matinée sera exposé ce qu'il est indispensable d'améliorer concernant le diagnostic et le respect des droits de l'enfant. En début d'après-midi, 3 cas cliniques vous seront présentés avant une table ronde animée par le docteur Balançon, présidente de la nouvelle Société française de pédiatrie médico-légale. Cette table ronde devra nous ouvrir des perspectives sur comment, en synergie, limiter les secouements, faire chuter les diagnostics manqués et mieux respecter les droits de l'enfant. Je finirai en remerciant du fond du cœur ceux, et c'est évident que je ne peux pas citer tout le monde, ceux qui ont contribué à la conception des nouvelles recommandations et à la réalisation de cette journée. Je citerai Abdel-Samad et sa maman, que vous allez voir dans le film au cours d'une consultation réalisée au cours d'une consultation aux hôpitaux de Saint-Maurice, qui ont aussi beaucoup aidé à cette journée. Donc, bonne journée à tous et bonne réflexion.